L'Union européenne est une grande puissance économique, elle est donc très consommatrice d'énergie. Le problème, c'est que sa production en interne n'est pas suffisante pour couvrir sa consommation. Elle est mal répartie entre les États membres et en plus, elle s'épuise. Dans un premier volet, aujourd'hui, je vais vous dresser le portrait énergétique de l'Union européenne. Et puis, dans une seconde émission, je vais vous décrire son niveau de dépendance. Voici une carte des pays membres de l'Union européenne à 27. Au total, l'Union européenne a une population d'environ 500 millions de personnes, soit un peu plus de 7% de la population mondiale. Mais en termes d'énergie, l'Union européenne représente 14,5% de la demande globale d'énergie. Le reste de l'Eurasie réunit 5,5% de la population mondiale et 10% de la demande d'énergie. Maintenant, comparons ces chiffres avec les autres régions du monde. L'Amérique du Nord, c'est-à-dire le Canada, les États-Unis, le Mexique, l'Amérique du Sud, centrale, Caraïbes, le continent africain et enfin l'Asie-Pacifique. On mesure ainsi que par rapport à sa population, l'Union européenne est un des gros consommateurs d'énergie dans le monde. Et quand on regarde la répartition de la demande énergétique européenne, on voit que trois principaux secteurs se détachent. Celui des transports d'abord, avec 33% de la demande en moyenne. Mais cette moyenne masque de grandes disparités entre les pays. La demande n'est pas la même en Slovaquie, où elle est à 17%, et l'Irlande, où elle est à 42% de la demande énergétique du pays. Ce secteur des transports est celui dont la part progresse le plus en Europe. Cette progression est liée à l'augmentation constante des échanges intra-européens, conséquence de la création du marché commun et de l'espace Schengen. Deuxième secteur important pour la demande en énergie, le résidentiel, c'est-à-dire les besoins quotidiens des foyers, la consommation des ménages pour l'éclairage, le chauffage et l'alimentation des équipements électroménagers. Eh bien, à l'échelle européenne, ce secteur absorbe 26% des besoins énergétiques. Mais si l'on regarde dans le détail, le résidentiel compte pour moins en Espagne, 14%, bien plus en Allemagne, 29%, et encore plus en Lettonie, avec 34%. Dans ces deux derniers pays, le résidentiel constitue même la plus grosse part de la consommation d'énergie finale. Enfin, un troisième secteur, l'industrie. Elle représente 24% de la demande énergétique européenne totale. Et on observe une diminution de ce secteur depuis les années 80. Et cette diminution est liée à plusieurs facteurs. La modernisation de l'appareil de production, la désindustrialisation de l'Europe et les délocalisations. Et là encore, les situations nationales sont disparates. À titre d'exemple, le secteur industriel compte pour 16,5% en Hongrie, 18,5% en France et 46% en Finlande. Alors au-delà de ces trois secteurs principaux qu'on vient de voir, le secteur des services ne compte que pour 11% de la demande énergétique de l'Union, mais il est en progression constante. Et cette tendance devrait se poursuivre avec les avancées de l'économie numérique, le développement des data centers et du stockage de données en ligne, c'est-à-dire en somme la tertiarisation des économies européennes. En sens inverse, la part de l'agriculture ne cesse de se réduire avec une part à 2,2% en 2009. En 2009, l'Union européenne a consommé 1703 millions de tonnes d'équivalent pétrole. Alors, un rappel, l'équivalent pétrole, c'est une unité utilisée pour uniformiser la mesure et pouvoir comparer les volumes d'énergie. Pour vous donner une idée, pour produire la même énergie qu'une tonne de pétrole, il faut 1,5 tonne de charbon, 3,5 tonnes de bois sec ou 1100 mètres cubes de gaz naturel. Alors comment cette consommation d'énergie se répartit-elle entre les États membres? Les 2 tiers de la demande sont le fait seulement de 5 pays, l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l'Italie et l'Espagne. Ce n'est pas vraiment une surprise, ces États réunissent 64% de la population totale de l'Union et génèrent 70% de son produit intérieur brut. Et si on rapporte la consommation énergétique à la population, on trouve une consommation moyenne de 2,2 tonnes d'équivalent pétrole par Européen. Mais les chiffres des consommations par pays montrent des disparités. Luxembourg, la Finlande, la Suède ont une consommation supérieure à la moyenne. Ce sont aussi les pays les plus riches de l'Union en termes de PIB par habitant.
En revanche, les pays où la consommation moyenne par habitant est la plus faible sont ceux qui ont rejoint l'Union en 2007, comme la Roumanie ou la Bulgarie, avec un PIB par habitant parmi les plus faibles de l'Union. Mais il y a d'autres facteurs que la richesse des pays qui expliquent ces écarts. Il y a d'abord le climat, qui selon les pays peut faire varier les besoins en chauffage ou en climatisation de façon considérable. Il y a ensuite les réseaux de transport, notamment routiers, qui sont plus ou moins denses selon les pays. Il y a aussi la part de l'industrie dans le PIB et la qualité de l'appareil de production. Alors ces facteurs déterminent ce que les économistes appellent l'intensité énergétique, c'est-à-dire la quantité d'énergie qu'il faut utiliser pour produire 1000 € de PIB. Autrement dit, de combien d'énergie j'ai besoin pour produire une quantité donnée de richesse. Alors regardons la moyenne européenne de cet indice. À l'échelle de l'Union, il faut 0,16 tonnes d'équivalent pétrole pour produire 1000 € de PIB. Mais c'est une moyenne. Au-dessus de cette moyenne, on trouve la Bulgarie, la Roumanie ou encore la Pologne. Leur forte intensité énergétique traduit à la fois la vétusté industrielle des nouveaux adhérents et leur positionnement économique sur des secteurs à plus faible valeur ajoutée. En comparaison, l'Allemagne et la France se situent dans la moyenne européenne. Et en dessous de la moyenne, on trouve le Royaume-Uni et l'Irlande, par exemple. Il faut dire que ces deux pays se sont orientés vers des secteurs faiblement consommateurs d'énergie, comme la banque, la finance, le conseil, qui assuraient l'essentiel de la croissance de ces pays, du moins jusqu'à la crise financière des 3 dernières années. Alors la consommation énergétique est évidemment étroitement liée à la conjoncture économique. Sur cette courbe, entre 1990 et 2009, on voit très bien l'impact de la crise économique sur le niveau de la demande. Le décrochage qu'on observe correspond au début de la crise financière et économique de 2008. Pour répondre à sa forte demande énergétique, l'Union européenne dispose de nombreuses ressources, en charbon, en pétrole, en gaz. Si on regarde les chiffres, on s'aperçoit que la moitié de l'énergie produite dans l'Union est issue de ces 3 ressources fossiles. À ça s'ajoutent les pays qui ont fait le choix du nucléaire, qui représente 27% de la production européenne, et enfin les énergies renouvelables, hydrauliques, éolien, solaire, géothermie, qui représentent environ 20% de la production européenne. Vous voyez ici les pays pour lesquels les énergies renouvelables représentent plus de 50% de leur production. Alors, l'ensemble a permis de produire en 2009 quelques 812 millions de tonnes d'équivalent pétrole, ce qui correspond à peu près à la moitié de la consommation européenne. Cette production européenne provient donc de sources très différentes. C'est ce qu'on appelle le mix énergétique ou le bouquet énergétique. Mais si on analyse l'évolution de cette production énergétique européenne, on s'aperçoit sur la durée qu'elle recule avec une baisse de 13,5% entre 2000 et 2009. Ce recul s'explique par l'épuisement des gisements européens de pétrole et de gaz naturel en mer du Nord, en Italie et en Roumanie. Les énergies renouvelables, au contraire, enregistrent une progression importante sur 10 ans, mais leur part reste faible dans le mix énergétique européen. Alors malgré ses réelles capacités de production, l'Union, on l'a compris, ne couvre pas la totalité de ses besoins. Donc elle doit importer 56,5% de l'énergie qu'elle consomme. Là encore, c'est une moyenne et on trouve de grandes disparités. Le Danemark, d'abord, c'est le seul pays de l'Europe des 27 qui a atteint l'autosuffisance énergétique grâce à ses gisements en mer du Nord. Ensuite, une douzaine de pays se situent en dessous de la moyenne européenne, donc importent moins d'énergie que les autres pays européens, par exemple la Pologne, qui produit l'essentiel du charbon qu'elle consomme, la Suède, qui a misé sur les sources d'énergie renouvelables, notamment l'hydraulique, ou encore la France, grande productrice d'électricité d'origine nucléaire. À l'opposé, d'autres pays dépassent la moyenne européenne et sont donc de gros importateurs. L'Allemagne, grande puissance industrielle, dépendante du pétrole et du gaz russe, et l'Italie, dont l'approvisionnement provient pour une grande part de Libye. Voilà, le profil énergétique de l'Union européenne peut se résumer à peu près à ceci. Une grande disparité de situation entre les États membres, entre les types d'économies, les types de comportements, une production en interne qui est déclinante et en même temps une consommation qui est croissante. Alors en fait, que voulons-nous ?
Nous, les consommateurs et les citoyens, nous voulons tout à la fois garder le même niveau de confort, mais ne pas avoir plus de nucléaire, ni de gaz de schiste, ni investir plus lourdement dans les énergies renouvelables et en fait ne pas changer nos comportements. Alors dans une prochaine émission, je vous parlerai du niveau de dépendance de l'Union européenne en cartographiant nos principaux fournisseurs. Alors sur ce sujet complexe, je vous conseille de lire la revue Futurible dans sa livraison de l'été 2011, Quelles énergies pour demain, les scénarios de la demande et énergies renouvelables. Et puis je vous signale que le rapport Ramsès 2012 est sorti, préparé par l'Institut français de relations internationales. Vous pouvez lire aussi le livre de Viviane Castel et Jeanne Riva aux éditions de l'Harmattan, Gaz, enjeux géoéconomiques du XXIe siècle, l'exemple de l'Europe. Et puis le CEPI a préparé son édition 2012 de l'économie mondiale, c'est publié à la Découverte. Et puis la publication d'un nouvel atlas aux éditions Arte Éditions et Talendier, les itinéraires géopolitiques.